Ladies and gentlemen, it is a special excitement that I welcome our first French speaker, Jérémy Caron. He is a security engineer working at Digital Security Econocom. Passionate about social engineering and programming, he works in a different field, including phishing, vulnerability scanner, and blockchain. This morning, he will be sharing with you an interesting social topic about phishing and related profit. This talk aims to provide feedback after more than a year, 1 year to spend performing phishing mission in different contexts, as well as a presentation of the tool used to carry on this attack. This talk is in French and the two next one will be in English. Mesdames et messieurs, Jérémy Caron. Ok. Vous m'entendez? Ok. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur d'être ici avec vous, à vos côtés, pour vous parler d'un sujet qui, pour la plupart, pense qu'il est très vieux, mais qui marche encore très bien. Je parle du phishing. Donc moi, c'est Jérémy Caron. Je travaille au sein du CERT de Digital Security et je suis consultant en sécurité informatique. Donc Digital Security, c'est la branche sécurité informatique du groupe Econocom. Et comme le disait l'annonceur, je suis passionné par tout ce qui est social engineering, mais aussi tout ce qui est lié à l'implémentation de blockchain, par exemple. Au sommaire aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction, donc une petite théorie sur qu'est-ce que le phishing, comment ça marche ou comment ça marche pas bien. Et ensuite, je vous parlerai un peu plus je vous parlerai en fait d'un retour d'expérience en fait sur différentes missions que j'ai pu réaliser pendant plus d'1 an et qu'est-ce qu'il en ressort. Et si on a un peu de temps, on finira par des questions. Petit point sur la notation avant de commencer ce talk. Il y aura 2 camps, du coup, les attaquants et les défenseurs. Concernant les attaquants, ça sera tout ce qui sera représenté en rouge. Donc ça concerne moi ou des collègues. Et tout ce qui sera en bleu concernera donc le défenseur, c'est-à-dire les cibles qu'on souhaite ficher ou la team sécurité du client. Pour commencer ce talk, en fait, je voudrais que vous portiez votre attention sur les 2 éléments de cette slide. Le premier, c'est une citation. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, on n'est pas dans un cours de philosophie. Donc c'est une citation de Georges Santayana, qui dit tout simplement que ceux qui ne peuvent pas se rappeler du passé sont condamnés à le répéter. Et le second élément de ce slide, c'est la courbe de l'oubli chez l'être humain. Et on se rend compte en fait que s'il n'y a pas de rappel fait de façon régulière, en fait, l'humain il oublie tout. Et dans le cadre du phishing, c'est pas forcément bon signe, car si une sensibilisation récurrente n'est pas effectuée, la personne qui reçoit un mail de phishing ne pourra pas savoir comment réagir face à un mail de ce type-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le phishing, ou pour ceux qui savent, mais quand même petite piqûre de rappel, c'est quand, par exemple, vous recevez un mail de DHL vous demandant de vous connecter à l'interface d'authentification pour suivre un colis, alors que vous n'attendez pas de colis. Ou tout simplement Free qui vous annonce que vous avez gagné un magnifique jeu concours et que pour la modique somme de 8 €, vous pouvez avoir un magnifique iPhone XS Max, alors que vous n'êtes pas chez Free et que vous n'avez pas participé à un jeu concours. Ou plus récemment, une entreprise qui souhaite se faire passer pour Orange et qui propose un forfait illimité, 6G, pendant 100 ans à 0 € par mois. Donc vous pouvez, je pense qu'il y en a qui sont quand même sceptiques dans la salle et qui se disent « Ouais, le phishing c'est bien gentil, mais c'est vieux, c'est has-been ». Malheureusement, l'ENISA, donc l'agence européenne en charge de la sécurité des communications et des systèmes d'information, n'est pas forcément d'accord avec vous, parce que tous les ans, en fait, elle dresse un top 5 des vecteurs d'attaque les plus utilisés par les attaquants, et le phishing est numéro 4 dans ce top 5. Donc,
il est responsable quand même de 72% des fuites de données par les entreprises, chez les entreprises, pardon, et de 90% des infections par malware. Donc ce que veulent les attaquants, on reste quand même sur de quelque chose de classique, donc c'est soit de l'argent, donc en volant des numéros de carte bancaire par exemple, ou en mettant ce qui a été fait plus récemment, des crypto-miners sur votre ordi pour pouvoir miner de la crypto-monnaie. Ils sont aussi adeptes de tout ce qui est fichiers sensibles ou fichiers confidentiels qui vous concernent directement ou indirectement. Et dernière possibilité, c'est qu'ils souhaitent compromettre votre ordinateur pour rebondir en fait dans l'infrastructure dans laquelle vous êtes ou tout simplement alimenter leur botnet pour réaliser une attaque à plus large échelle. Donc le flow d'attaque reste quand même classique, c'est qu'on a 3 possibilités. C'est que soit vous êtes piégé par un mail de phishing et là vous répondez directement au message et du coup vous donnez des informations sensibles, ou il y a par exemple une pièce jointe dans l'email et là vous cliquez sur la pièce jointe, vous la téléchargez, vous exécutez le code malveillant au sein de cette pièce jointe et là vous êtes compromis. Ou, dernière possibilité, vous avez un lien dans l'email, vous cliquez dessus et là vous rentrez des informations sensibles telles que des paires de login mot de passe, ou vous téléchargez sans le vouloir un document que ensuite vous allez exécuter, ce qui va compromettre directement votre ordinateur. Je voudrais faire quand même un petit point sur ce que j'appelle le mythe TLS. J'ai pas mal d'amis qui viennent me voir et qui, lorsqu'ils commentent sur un site de e-commerce, me disent « T'inquiète pas, Jérémy, il y a le cadenas vert, c'est sécurisé. » Je suis désolé de les décevoir, mais ce qu'il faut savoir maintenant, les attaquants, c'est qu'ils affinent leur technique d'attaque et on peut remarquer qu'ils utilisent de plus en plus HTTPS. Maintenant, avec l'usage de Let's Encrypt, c'est de plus en plus simple. Et on est par exemple au début 2019 à plus de 50% en fait, des emails de phishing des attaquants qui utilisent HTTPS. Bon, je peux comprendre que mes amis soient un peu influencés par les mails que Twitter leur envoie. Dans le petit cadre rouge que vous pouvez voir, Twitter ne dit pas des choses véridiques. Ce qu'ils disent tout simplement que les liens qui sont présents dans l'email, s'ils comportent un cadenas vert HTTPS et la chaîne de caractères twitter.com, c'est chez eux, c'est sécurisé et tout va bien. Malheureusement, si moi je prends un nom de domaine par exemple qui s'appelle mondomaine.com et que je rajoute le sous-domaine twitter.com et que je génère un certificat TLS derrière pour avoir la connexion sécurisée, vous n'êtes pas chez Twitter, vous êtes chez moi, mais vous pouvez quand même rentrer votre mot de passe, ça me permettra de faire des choses sympas après. Donc pour réaliser toutes ces attaques, on utilise un magnifique protocole qui s'appelle le protocole SMTP qui permet d'envoyer des emails. Donc SMTP pour Simple Mail Transfer Protocol. Et ce protocole en fait est tellement simple qu'ils ont tout simplement au début oublié de mettre en place une authentification, que les communications ne sont pas sécurisées par défaut et que l'adresse de l'envoyeur n'est tout simplement pas vérifiée. Donc quand je vois tous ces avantages, entre guillemets, ça me fait tout simplement penser à ça. Bon, ils ont quand même compris que la sécurité était un point important dans ce protocole et ils ont décidé de mettre en place des mécanismes. Sauf que le protocole s'est développé très rapidement et mettre en place en fait, des mécanismes obligatoires, ça allait briser en fait, les outils utilisés pour envoyer ou recevoir des emails. Donc ces mécanismes de sécurité ne sont pas obligatoires mais facultatifs. Et on commence avec le premier qui s'appelle SPF, qui tout simplement évite le spoofing d'adresse email, mais qui a quand même quelques désavantages, c'est qu'il ne met en place une restriction que sur l'enveloppe from, et non pas sur le header from, qui la plupart du temps est affiché à l'utilisateur final quand il relève ses mails. Et lorsqu'on forward un email, on brise tout simplement ce mécanisme de sécurité. Après, en 2006-2007, ils ont décidé de mettre en place des KIM, dont l'objectif est, comme SPF, d'éviter le spoof de l'adresse email. Et ils rajoutent un avantage qui permet, en fait, avec une signature mise en place au niveau de l'email, de vérifier l'intégrité de cet email. Sauf qu'en fait, il y a quelques attaques qui ont démontré que le rajout de certains headers permet de garder la signature valide, mais de changer l'affichage à l'utilisateur final, pouvant potentiellement le tromper. Et lorsqu'on forward aussi les emails, on brise ce mécanisme de sécurité.
Le dernier, des marques qui a pour objectif en fait, de se mettre au-dessus de SPF et de DKIM, permet tout simplement en fait, un moyen en fait, de rapporter lorsque un nom de domaine se fait spoofer. Ça permet de vérifier, de rapporter et que la personne qui se fait spoofer est au courant qu'il y a un problème de son côté. Au niveau des inconvénients, c'est que DKIM, dû à sa complexité d'implémentation, n'est pas beaucoup implémenté et en fait, il contrôle tout simplement que soit SPF ou DKIM soit valide pour que des marques soient valides, ce qui n'est pas forcément un best practice en sécurité. Bon, fini la théorie, maintenant on passe à la pratique, une pratique qui, je l'espère, va vous plaire. Et on passe du coup à la partie fun avec une première mission, donc un red team, où là l'objectif c'était tout simplement d'aller le plus loin dans la compromission du système d'information. Donc, dans le cadre d'un red team, il y a différentes approches qui sont possibles. On a par exemple les intrusions physiques, on a aussi les intrusions externes, où là on va tester les ressources présentes qui sont mises à disposition par l'entreprise pour voir s'il n'y a pas des vulnérabilités. Et on a deux domaines qui vont là nous intéresser, qui sont le phishing et le phoning. Donc le phoning, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le phishing, mais au lieu d'avoir des adresses email, des mails que vous recevez, on vous appelle directement. Donc pour réaliser au mieux cette mission de Red Team, en fait, on a une phase de préparation qui s'appelle une phase d'OSINT, où l'objectif dans ce type de mission, en fait, c'est de récupérer un maximum d'informations sur la société que l'on va attaquer pour être le plus pertinent possible lors des attaques, notamment par social engineering. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les adresses email. Donc, pour les adresses email, on utilise un outil qui est disponible en ligne qui s'appelle hunter.io, qui a une prestation freemium. Donc, on peut faire un nombre de requêtes, je crois que c'est 50 requêtes tous les mois, qui nous permet, en fait, en donnant un nom de domaine, de récupérer des adresses email d'employés qui auraient leaké dans soit des bases de données ou qui sont présents tout simplement sur Internet dans des ressources publiques. L'avantage aussi de Hunter.io, c'est qu'il vous donne un pattern qui permet de reconstituer les adresses email qui appartiennent à une entreprise. Et ce pattern, on va l'utiliser justement avec un autre outil qui s'appelle Google, et je pense que tout le monde le connaît ici. Et en réalisant en fait des Google Docs sur LinkedIn, on va réussir à extraire le nom et le prénom des employés de cette société pour par la suite, grâce au pattern trouvé par Hunter, reconstituer ces adresses pour pouvoir envoyer du phishing derrière. Si jamais Hunter ne vous propose pas de pattern, on a une magnifique fonctionnalité sur Twitter qui s'appelle le reset de mot de passe. Et lorsque, par exemple, vous rentrez un pseudo par exemple, qui ne vous appartient pas, vous pouvez voir ou essayer de deviner en fait, le pattern des adresses email, vous permettant ainsi de reconstituer les adresses email par la suite. Donc, une fois qu'on a récupéré ces adresses email, donc là pour cette mission, on avait récupéré une quarantaine d'adresses email, on les fait valider par le commanditaire et on est OK à ce niveau-là. Ensuite, on passe au scénario. Donc pour cette mission, en fait, on avait remarqué que l'entreprise aimait bien jouer les Papa Noël pour les fêtes de fin d'année, en proposant en fait un jeu concours pour les salariés pour qu'ils puissent gagner des cadeaux sur cette fin d'année. Donc ce qu'on se dit bêtement et très simplement, c'est qu'en fait on va usurper le CE de l'entreprise et on va envoyer un email pour proposer aux collaborateurs de l'entreprise de gagner des cadeaux. Et pour ça, ils doivent remplir un formulaire qui est au format docm, donc un Word avec des macros, pour qu'ils puissent tout simplement participer. Donc ce formulaire sera bien sûr piégé et nous permettra en fait d'avoir un reverse shell derrière sur la machine distante. Et on appelle ça, l'opération Papa Noël. Quelques petites règles simples et basiques pour la rédaction des emails. Plus votre objet sera court, plus il sera efficace. À partir de 35 caractères, on commence à se faire détecter par les filtres anti-spam et c'est pas forcément bon signe. On évite aussi d'utiliser certains mots tels que offre spéciale, promotion, ou encore félicitations, ou encore calvissime. Là, je pense qu'on n'en aura pas besoin, donc ça ira. Et dernier élément, il y a un super outil qui s'appelle mailtester.com qui vous permet en fait de donner une note globale à l'email que vous voulez envoyer pour faire du phishing.
Donc il va tester en fait la configuration de votre serveur mail, donc tout ce qui est les mécanismes de sécurité dont j'ai juste parlé avant, qui s'appelle SPF, DKIM, DMARC. Il va ensuite checker, savoir si votre nom de domaine n'est pas dans une blacklist, et il va faire quelques checks sur l'email en lui-même pour savoir s'il est bien rédigé proprement. Et à partir de là, il nous donne une note, et ça nous permet de savoir un peu si notre email est bien formé. Donc une fois qu'on a un magnifique 10 sur 10, grâce à cet email, on est parti. Du coup, concernant l'email, quelques petites précisions. L'objectif quand même dans cette mission, c'est d'être le plus furtif possible. Donc, on met en place un hyperlien qui est présent dans l'email, comme vous pouvez le voir, qui va télécharger tout simplement un document Word automatiquement. Dans ce document Word, l'objectif, c'est d'exécuter quand même les macros, ce qui permettra après de récupérer un reverse shell sur la machine. Et on incite justement l'utilisateur final à cliquer sur c'est activer le contenu en français. Et dès qu'on active le contenu, on a un reverse shell sur la machine et on lui affiche le formulaire pour pouvoir participer et gagner les magnifiques cadeaux. Donc on récupère nom, prénom et une chose intéressante, le téléphone, chose qu'on verra par la suite. Petite règle aussi concernant la charge malveillante. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais mettre votre charge malveillante dans l'email. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez, en mettant votre charge malveillante sur votre serveur, possibilité de la changer à la volée, ce qui est parfois vraiment super cool parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes sur ce genre de mission, malheureusement. On ne laisse pas aussi les solutions automatisées que les systèmes de sandbox avoir une vue sur comment va se comporter votre logiciel malveillant. Et pour ça, il y a deux types de techniques. La première, c'est en générant à la volée en fait, un hyperlien grâce à du JavaScript. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va remplacer l'attribut href avec l'URL permettant de télécharger notre document. Et ensuite, pour améliorer l'expérience utilisateur, pour justement inciter à cliquer sur le lien, en fait, on va simuler tout simplement le clic et ça téléchargera automatiquement le document malveillant. Sinon, il y a une autre technique qui peut être couplée à la première, qui est l'utilisation de CAPTCHA. Dans la plupart des solutions automatisées, ils ne résolvent pas normalement le CAPTCHA, ce qui permet de ne pas vérifier notre malware et de ne pas savoir comment il se comporte. Donc une fois qu'on a toutes ces règles, qu'on est OP et qu'on a notre scénario et les cibles, on est parti. Donc nom de la compagnie, foo, nom du domaine à spoofer, comité-d'entreprise.foo.com. Du coup, on ne se pose pas trop de questions concernant le choix du nom de domaine et on le fait simple, on utilise comité d'entreprise et au lieu du point, on utilise -6. On envoie 10 emails et là on attend. On attend un peu longtemps. Et il y a notre commanditaire qui nous appelle et qui nous dit « Désolé les gars, mais c'est pas passé ». Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom de domaine contient tout simplement l'entreprise visée et du coup, on est bloqué par le proxy web de l'entreprise. Bon, on se désarçonne pas, on continue, on rachète un nouveau nom de domaine, cette fois-ci un peu plus générique, qui ne contient pas le nom d'entreprise. Comité d'entreprise-6 btp.com. On renvoie 10 emails à 10 autres personnes différentes et là, on attend encore. On attend un peu plus longtemps cette fois. Et le commanditaire vient nous voir et nous dit « Votre nom de domaine n'a pas de réputation, il vient juste d'être acheté. » Et c'est pour ça que tout simplement le proxy web bloque la communication entre le client et votre serveur. Donc dans ces cas-là, il y a deux possibilités. C'est soit vous hébergez votre charge malveillante sur GitHub, qui lui a une excellente réputation, et là vous êtes sûr que ça passera. Le problème est que vous ne pouvez pas checker les logs parce que vous n'avez pas accès au serveur GitHub, en tout cas pas nous. Ou, deuxième possibilité, vous utilisez expireddomain.net qui répertorie tous les noms de domaine qui viennent d'expirer et qui sont classés par bonne réputation. Ce qui permet en fait tout simplement d'assurer une délivrabilité, j'ai l'impression d'être en marketing, mais non, une bonne délivrabilité concernant ces emails. Donc pour ça, on télécharge, troisième step, bonne réputation.com. Là, je pense qu'on est sûr qu'on a une bonne réputation. Et on est parti. Donc là, on attend. Donc encore 10 autres emails. Donc là, on est quand même à 30 emails, 30 sites différentes. On commence à griller nos cartouches. C'est un peu compliqué. Et on n'a toujours aucun retour sur nos serveurs. Et on se dit, il y a un problème. Et donc là, je vais introduire le premier fail de cette présentation, qui est de notre côté, où nous avons malheureusement utilisé un certificat auto-signé.
Ce qui fait que le proxy web check si le certificat est valide. Il est valide, sauf qu'il est auto-signé. Il n'est pas signé par une autorité de certification. Du coup, il bloque la communication. Et là, on est sur un fail de l'équipe rouge. Ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que dans le premier step, comité d'entreprise du 6 foo.com, on avait mis en place une mire d'authentification. Cette mire d'authentification ne servait pas du tout à récupérer des mots de passe ni des logins. Elle servait tout simplement si une personne prévenante voulait vous vérifier si c'était le bon site, qu'elle clique sur ce nom de domaine et qu'elle se rende compte qu'en fait la mire d'authentification est la même. Et on a une personne qui a fait quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'elle a tout simplement confondu le point et le tiret du 6 et elle a rentré ses credentials, ce qui nous a permis de récupérer un compte. Donc là, c'est un petit fail du côté de l'équipe bleue. Bon, le problème avec ce compte, c'est qu'il n'a pas beaucoup de privilèges, on n'est pas dans l'infrastructure directe, et concrètement, ça ne nous va pas. Du coup, on passe au step 2. Et du coup, c'est un win pour nous. Step 2, je ne sais pas si vous vous souvenez du formulaire de participation. Là, on va passer sur du phoning. On a réussi à récupérer quand même des numéros de téléphone de personnes qui nous répondaient. Et donc là, vous avez deux solutions pour spoofer des numéros de téléphone. Donc, vous pouvez mettre en place un VPS astérisque et prendre un abonnement chez un fournisseur VoIP pour pouvoir spoofer, par exemple, le support d'une entreprise, ou vous avez des services tiers qui sont disponibles, par exemple, tout simplement sur l'App Store et le Play Store, qui vous permettent aussi de spoofer des numéros de téléphone. Donc, ce qu'on fait, c'est que on ne se désarçonne toujours pas, on n'a pas d'accès direct à l'infrastructure de notre client, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appeler les personnes qui nous ont répondu en se faisant passer pour le support. Donc on les appelle, j'ai oublié de vous préciser qu'on a réussi à récupérer 4 numéros de téléphone, on appelle 3, on n'a toujours pas de réponse, on essaye le dernier, et là, miraculeusement, ça décroche, et donc on se fait passer pour le support, et on dit à cette personne qu'on a découvert tout simplement un incident de sécurité sur sa machine, qu'il a malencontreusement exécuté, qu'il a téléchargé et exécuté un document Word, et pour éviter que cette menace de phishing se propage, que nous allons lui envoyer un programme, donc c'est un point .exe, pour qu'on puisse récupérer en fait des informations cruciales sur son poste. Donc on est toujours au téléphone avec la personne, on lui envoie un mail, on lui demande si elle a bien reçu, elle nous dit oui. On lui demande si elle peut cliquer sur le point .exe, elle nous dit oui, et du coup elle le télécharge. On lui demande si elle peut exécuter le point .exe, elle nous dit oui. Et là, on sort le champagne. On a réussi à récupérer, on a réussi à compromettre du coup un poste, ce qui nous permet ensuite de rebondir directement au sein de l'infrastructure du client. Malheureusement ou heureusement, chez Digital Security, on n'a pas que des missions Red Team, on a aussi des missions de sensibilisation, où là, le but, ce n'est pas d'être discret, mais d'y aller en mode gros bourrin, en envoyant 2, 3, 4, 5, 10 000 emails en même temps, pour sensibiliser un maximum de collaborateurs. Et pour ça, on utilise un magnifique outil qui s'appelle GoFish, qui est disponible en open source sous la licence MIT, qui fait à peu près tout, sauf le café malheureusement, mais vraiment c'est un superbe outil. Vous avez possibilité par exemple de cloner des pages, de faire des templates personnalisés qui s'adaptent en fonction de vos cibles. Ils viennent juste de mettre en place un système d'utilisateurs et de cloisonnement, c'est vraiment top. Pour nos besoins, nous, en interne, on a rajouté quand même quelques modules, dont notamment, par exemple, un client mail intégré qui nous permettent de faire de l'arnaque au président. Ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt intéressant. Et du coup, on l'a nommé Autofiche et on a fait un petit logo avec, c'est sympa. Du coup, pour cette deuxième mission, on est sur de la sensibilisation. L'objectif ici, c'est de récupérer un maximum de mots de passe et un maximum d'username. Donc là, on vise gros, 10 000 personnes, et on voit avec le commanditaire pour se faire passer tout simplement pour le support IT, parce qu'on sait que le support IT, dans la plupart des cas, il est lié aux 10 000 personnes, et les 10 000 personnes se sentiront concernées par ce support IT, ou pas. Du coup, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on décide d'envoyer un email qui dit que le collaborateur vient de créer un nouveau ticket, et pour suivre l'état d'avancement de ce ticket,
il faut tout simplement qu'il se logue sur l'interface de l'entreprise. On appelle ça la mission support. Hop, pardon, excuse-moi. Ok, du coup, on envoie cet email aux 10 000 personnes. On se rend compte que ça marche du feu de Dieu. Concrètement, on récupère 2000 mots de passe, qui est équivalent à 20% de la flotte. Concrètement, c'est plutôt énorme. Et le commanditaire, il tire un peu la gueule parce que voir ses employés se faire avoir pour un scénario qui semble un peu bateau, ça l'attriste un peu. Sauf qu'il y a une chose qu'il a oublié de nous préciser, le commanditaire, c'est que le support, en fait, c'est un prestat. Et qu'on a peut-être récupéré 2000 mots de passe, mais derrière, on a 5000 autres employés qui ont décidé d'ouvrir un vrai ticket pour dire qu'en fait, ils n'avaient pas initié le premier ticket. Et ce prestat, qui est le support, est rémunéré au ticket. Donc, je vous laisse imaginer derrière la note salée que notre client a pu avoir. Bref, c'est un fail de l'équipe bleue. C'était vraiment pas une bonne idée. Bon, dans ce type de mission, il y a deux types de profils qui nous intéressent fortement et qui nous font bien rigoler. Le premier, ce sont les ignorants. Donc, on en a un, par exemple, qui rentre un login vide. Donc, on ne peut pas savoir s'il a rentré un bon login directement. Du coup, on dit qu'il est quand même authentifié. Et puis, je crois que c'est une dizaine de minutes après, il se dit pourquoi pas mettre mon vrai login pour voir si ça marche bien. Et au final, ça donne toujours le même résultat, il est toujours authentifié, mais nous, on a réussi quand même à récupérer son login. Deuxième cas, là, c'est carrément du brute force d'ID pour savoir si tout va bien. Et la personne bourrine tout simplement pour savoir s'il y a peut-être un changement de comportement au niveau de l'identifiant pour voir peut-être que ça va changer ou pas. Et on a un autre type de profil donc là on est sur un fail de l'équipe bleue et un win de l'équipe rouge. Et on a un autre type de profil qui nous fait bien rigoler aussi, ce sont les rageux. Donc là vous avez une campagne pour 300 personnes avec les actions réalisées par les différents utilisateurs. Donc là vous n'avez pas de rageux dans la bande. Et dans cette seconde campagne, vous avez un rageux dans la bande qui, lorsqu'il a compris qu'il s'était fait compromettre, a décidé de DOS le serveur, comme vous pouvez le voir sur la magnifique zone rouge. Bon, c'est bien gentil pour nous, mais avec son ordi de bureau, il ne va pas aller très loin pour DOS le serveur, et on a tout simplement dit au commanditaire d'arrêter, parce que ça pollue tout simplement nos logs, et c'est vraiment pas très agréable. Et puis on a ceux qui vous le disent de façon un peu plus subtile. Donc on a une personne par exemple qui se fait compromettre en mettant son mot de passe, et qui revient 45 minutes après, et je pense qu'elle avait compris qu'elle s'était à voir, parce qu'elle nous insulte gentiment avec un petit fuck you 2019 qui fait plaisir. Bon. Cependant, il y a quand même des utilisateurs qui se comportent de façon cordiale et qui rapportent aux autorités concernées le fait que notre email soit du phishing, et après, lorsque un autre collaborateur clique sur notre lien, il voit un magnifique écran rouge, ce qui n'incite pas du tout à continuer. Une technique, ou on va dire une technique pour pouvoir essayer de repousser ça le plus loin possible, ce serait de prendre plusieurs noms de domaine qui nous permettraient en fait de continuer le plus loin possible dans la récupération d'identifiants ou de mots de passe. Ok, on part sur la troisième et dernière mission, qui est là aussi du Red Team. C'était pas plus tard qu'il y a un mois, et j'ai un de mes managers qui vient me voir et qui me dit « Bon, tu vas faire du phishing, mais par contre, je crois que j'ai vendu du rêve. » Bon là, je le regarde, je suis inquiet. Il me dit mon objectif, toujours aller plus loin dans la compréhension de l'infrastructure du client. Et il me dit, c'est 10 personnes déjà, donc c'est un scope qui est vraiment très limité. Et en plus, ils font partie du support. Donc souvent, le support, c'est les personnes un peu techniques qui s'y connaissent, et puis quand ils voient du phishing, ils savent qu'ils vont pas tomber dedans, quoi. Un deuxième élément qui est réellement intéressant, ou qui m'a un peu découragé, c'est qu'ils utilisent Mac. Et quand j'ai vu ça, sachant que je connaissais absolument rien de Mac, j'ai pris un peu peur. Et pour qu'il rajoute une petite couche, il m'a dit, bon, tant qu'à faire, c'est la dernière version de Mac, donc je te souhaite bonne chance. J'ai dit, ok, sympa. Et petite information supplémentaire, c'est qu'ils utilisent la suite G de Google, donc au niveau macro et tout, ça va être un peu plus compliqué, voire totalement mort. Du coup, là, c'est un peu la tristesse dans mon monde. Et au niveau d'antivirus, le client ne veut pas nous le donner. Et en faisant une petite recherche sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte du client,
on se rend compte qu'il y a un magnifique screenshot d'un écran d'un collaborateur avec une petite icône en haut. Et en fait, on se rend compte que l'icône, c'est Avast. Bon, c'est un petit fait quand même de l'équipe bleue, hein. Il aurait pu tout simplement nous le dire, ça aurait été plus facile. Bon, j'essaie quand même de voir avec quelques collègues pour savoir s'ils tâtent un peu en Mac et s'ils peuvent me donner des pistes. J'en ai un qui vient me voir, que je vais voir, et il me dit ça va être compliqué. En gros, ça voulait dire t'as aucune chance, bon courage. Il y en a un autre, il me dit t'inquiète pas, moi j'ai trouvé un article, il paraît que Dropbox avait fait un red team sur un environnement, parce qu'ils ont que des Mac, et du coup, l'équipe de Presta, ils ont réussi à faire quelque chose. Donc je lis l'article, et déjà je vois le titre de l'article qui me fait un peu peur, c'est qu'en fait l'équipe de Presta avait 3 mois, et qu'ils ont trouvé des multiples 0D sur Safari pour pouvoir faire de l'exploitation. Donc moi j'avais jamais trouvé de 0D, donc c'était un peu compliqué, et puis en plus 3 mois, moi j'avais pas 3 mois, moi j'avais 10 jours. Donc je vous laisse imaginer la complication. Bon, je fais quand même des petites recherches, Google est ton ami, je regarde, donc on était le 29 mai je crois, donc de cette année, et je tombe sur le Graal. Je tombe sur un magnifique article de Filippo Cavallara, donc je le remercie beaucoup d'ailleurs, parce que sans ça, j'étais un peu dans le caca. Et du coup, 29 mai, la mission, il sort un article 5 jours avant, et concrètement, la personne que vous voyez qui bouge là, c'était un peu moi dans l'open space quand j'ai découvert cet article. Donc, la vulnérabilité, pour ceux qui ne connaissent pas Gatekeeper, en fait, c'est un outil qui a été implémenté par Apple en 2012 et qui force la signature sur les applications. Et lorsqu'un utilisateur télécharge une nouvelle application, Gatekeeper va tout simplement vérifier la signature pour voir déjà si elle est bonne et puis si elle est trustée. Et concrètement, le fait de pouvoir bypasser Gatekeeper, ça nous permet de nous dire qu'on peut exécuter du code sur le poste d'un mec du support. Donc vulnérabilité, objectif, exécuter une application. Fonctionnalité utilisée, on bypass Gatekeeper, on utilise une archive zip. Dans cette archive zip, en fait, on va mettre un lien symbolique qui va directement nous monter vers un share. Donc nous, on a utilisé un share NFS. Et dans ce share, il y a l'application malveillante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette vulnérabilité, Gatekeeper, il considère que toute clé USB, que tout endroit qui est dans une clé USB ou dans un share est considéré comme safe. Et donc on va utiliser ce magnifique attribut que Apple a donné à Gatekeeper pour pouvoir réaliser notre red team. Hop, et on appelle ça l'opération McFish. Donc petite démonstration, ça a marché. Hey. Non, ça n'a pas marché. Ah si, c'est bon. Ok, donc sur votre gauche, vous avez le défenseur, sur votre droite l'attaquant qui écoute sur le port 1, 2, 3, 4 avec Net4. Et voilà ce que ça donne la démonstration. Donc le défenseur va recevoir une archive zip. Dans cette archive zip, donc il va télécharger l'archive zip. Ce qui est bien, c'est qu'avec Mac, tu as une interface, un design qui permet en fait de rendre les choses vraiment très fluides. Et en fait, dans cette archive zip, on va cliquer sur le lien symbolique. Dans ce lien symbolique, ça va nous amener directement vers notre NFS que l'on contrôle avec une application malveillante. Et dès qu'on clique sur cette application malveillante, on a un reverse shell sur la machine et là, c'est bingo, champagne. Ok, donc maintenant, on a notre vulnérabilité, tout va bien, sauf que maintenant, il faut que les IT cliquent dessus et là, c'est une autre paire de manches. Bon, le commanditaire nous avait donné quand même quelques billes par rapport au scénario. Il savait que le CTO allait proposer à son support de mettre à jour une application qui permet de faire la gestion du parc. Du coup, nous, on s'est dit bêtement, on va leur proposer notre mise à jour de gestion du parc qui, en fait, ne va rien faire du tout à part récupérer un reverse shell. Donc on a quand même rencontré quelques problèmes en pré-exploitation, parce qu'il faut savoir dans ce type de mission, c'est que ce qui prend le plus de temps, c'est la pré-exploitation. Donc sur les 10 jours, en fait, on n'a pas passé 10 jours affichés, mais on a tout simplement passé peut-être 2 jours affichés et 5 jours de préparation. Et puis après, on a le rapport, mais bon, moins intéressant ça. Donc sur les problèmes rencontrés, on s'est rendu compte qu'en fait, notre nom de domaine n'avait pas une bonne réputation et que là, on n'était pas bloqué au niveau du proxy web, mais bloqué au niveau du proxy mail. Et du coup, pour ça, on a choisi une bonne réputation et à partir de là, ça allait mieux. Pour choisir une bonne réputation, on n'a pas pris un nom de domaine avec une bonne réputation, c'est qu'on a utilisé une passerelle SMTP qui, elle, avait une bonne réputation pour pouvoir assurer la délivrabilité de l'email.
Autre problème, on s'est rendu compte avec le commanditaire qu'en faisant des tests, il y avait un magnifique bandeau jaune qui disait « Faites attention, ce message, ils sont pas bons ». Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du typo squatting en remplaçant les L par des I majuscules et hop, le message est parti. Donc, on a fait les tests, on est paré, pré-exploitation, ça marche bien, et maintenant on attend. Donc on lance la première vague sur 10 personnes. Il était mercredi 11h, il venait juste de sortir de réunion, ils n'avaient pas justement parlé de ça. Donc on attend, et en fait on n'attend pas si longtemps que ça, parce que le commanditaire il nous appelle au bout de 20 minutes et nous dit « Bon les gars, vous venez de faire planter 2 Macs sur 10 ». Et là on se regarde avec mon collègue et on n'était pas forcément très rassurés, mais en fait on s'est dit qu'on était confiant sur notre pré-exploitation, que ça marchait de notre côté et qu'il n'y avait pas de souci. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a relancé une deuxième vague en se disant les 2 personnes qui avaient un problème, on va leur dire que là on a résolu le problème, alors qu'on n'avait rien changé du tout, et qu'on va leur envoyer un mail. Donc on renvoie les mails, donc c'était 4 heures après. On attend, on check un peu le cours du Bitcoin, on va chercher un café, et puis on attend toujours. On se regarde un épisode de Game of Thrones qui dure quand même 1 heure et on n'a toujours rien. Et là on se dit que ils n'ont pas mordu à l'hameçon et que concrètement ils vont pas exploiter notre magnifique vulnérabilité qu'on a galéré à trouver. Donc on rentre chez nous, on fait une bonne nuit de sommeil, on revient le lendemain matin, et là qu'est-ce que je vois sur mon serveur avec Empire installé dessus? Je vois mettre 2 magnifiques agents qui avaient popé en vert, et on avait concrètement la main sur 2 ordinateurs du réseau, donc 2 sur 10, ça fait quand même 20%, ce qui est un peu inquiétant pour le commanditaire, mais bref. Pour nous c'est gagné, c'est un win, et on est très content. Ok, pour ce retex, c'est OK. Quelques petites failures que j'ai pu rencontrer sur différents types de missions que je vais vous raconter maintenant. Sur les scénarios stupides, par exemple celui-là où vous demandez aux personnes de cliquer sur un lien et après ça affiche ça, et on leur demande tout simplement de rentrer un mot de passe. Ça marche très bien. On était à 40% de réussite. Là, le client, il n'était pas content du tout. Concernant les noms de domaine, il est important de ne jamais réutiliser un nom de domaine pour deux sociétés différentes. Vous avez tout un système de passif DNS qui est utilisé notamment par Security Trails, qui vous permet tout simplement de lister tous les sous-domaines que vous avez utilisés pour un nom de domaine précis. Donc si vous mettez en sous-domaine le nom d'un client et qu'après l'autre client le voit, ça fait concrètement défaut. Et dernier point, c'était pas un test de phishing, mais c'était un test d'intrusion interne, c'était un pentest interne, pardon, où là on avait découvert un serveur avec le port 25 d'ouvert, et on s'est dit qu'on allait se connecter dessus en telnet, et mon collègue qui était avec moi avait une boîte mail de l'entreprise, et il s'est dit envoie-moi un mail pour tester. Du coup ce que je fais, c'est que je me fais passer pour le commanditaire, et que j'envoie un mail sur la boîte mail de mon collègue. Sauf que mon collègue, il avait oublié de me préciser qu'il avait mis en place une réponse automatique. Et du coup, ça a envoyé un mail automatique au commanditaire que bien sûr, je n'avais pas prévenu. Et il s'est dit, en fait, il a cru qu'on avait envoyé le mail aux 10 000 employés de l'entreprise. Bref, il était un peu flippé, on l'a quand même rassuré, mais c'est quand même un fail de l'équipe rouge. Et concernant les tips, si vous devez ficher par exemple des devs, il y a GitHub qui propose une magnifique fonctionnalité qui s'appelle github.io, un nom de domaine qui s'appelle github.io, qui vous permet tout simplement d'héberger des pages web et du coup, pourquoi pas, des pages d'authentification. Petit bonus, c'est qu'on a TLS en plus implémenté par défaut, du coup c'est cool. Domain by proxy, si jamais vous foirez une campagne de phishing, c'est bien de vous cacher quand une personne fait un oui sur votre nom de domaine et de ne pas avoir les informations d'entreprise, c'est toujours pratique. Serveo ngrok, c'est lorsque vous avez un service qui écoute en local avec Serveo ngrok, vous pouvez le faire écouter sur le net, tout simplement, avec des lignes de commande très très simples. Donc c'est toujours utile pour du red team. Et jetapp.org, là c'est un petit bonus, ça permet tout simplement de créer un alias sur jetapp.org qui redirigera tous les mails pendant une période donnée sur vos emails. Donc j'en ai fini avec cette présentation et je vous laisse avec le phishing le plus feignant du monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Jérémy. Nous avons le temps pour quelques questions.
Donc vous allez voir nos adorables bénévoles avec des petits t-shirts rouges qui cherchent et qui vous montrent qu'ils ont des micros. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à vous lever pour qu'on puisse vous voir d'ici. Et voilà, posez votre question. On a le temps pour deux questions. C'est à vous. Oui, bonjour. Jean-François, Orange. Bonjour. Merci pour ta présentation. De ton expérience, quels sont les meilleurs conseils? Est-ce qui fonctionne en termes d'action de sensibilisation vers des employés pour qu'ils puissent être plus alertes et mieux détecter le phishing? Donc, dans un premier temps, il faut proposer des campagnes de phishing de façon régulière, donc des campagnes de phishing de sensibilisation de façon régulière. Parce que comme on l'a vu dans l'une des premières slides, l'humain a tendance à oublier très rapidement. Et ensuite, si la personne se fait prendre, ça serait pas mal de lui proposer un module de sensibilisation où il doit répondre, par exemple, visionner une vidéo et par exemple répondre à des questions sur des cas concrets de phishing, ce qui permettrait après de traquer en fait la performance de l'utilisateur et savoir si cette performance évolue au fil du temps. Petite question. Tu es où? 1, 2. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question. Dans vos campagnes de phishing, là, vous parlez que vous utilisez, je crois, Empire. Donc, pour vos payloads, c'est quoi, en fait? En fait, sur Empire, il y a des payloads par défaut qu'on peut directement générer. Et après, en fait, on utilise des launchers et sur ces launchers, on modifie un peu la charge pour qu'elle puisse être bypassée par les antivirus. Ok. Et est-ce que vous pensez, par exemple, que un service externe pour ça pourrait vous aider à être plus efficace, ou alors Empire, ça suffit? Genre s'il y avait un prestataire qui vous faisait des charges garanties, voilà, ça passe, quoi. Pour les cas d'usage qu'on a à l'heure actuelle, Empire nous suffit très largement. On a pas mal d'expérience dans ce domaine-là et les charges nous conviennent très bien et nous permettent de faire ce que l'on souhaite. Donc pour l'instant, pas besoin de prestataire à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Merci. Une dernière petite question. Ah oui, il y a une autre. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que vous n'avez pas eu le cas où, à force de trop justement sensibiliser sur le phishing, les gens perdent totalement le concept et cliquent de cette manière-là? Est-ce que le sens inverse est également possible? À force de trop sensibiliser, Ouais, je comprends votre question. Ouais, c'est arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut trouver quand même un juste milieu sur les envois des campagnes de sensibilisation. Et en fait, lorsqu'on sensibilise trop les personnes, elles ne cliquent pas tout le temps, justement. Elles ont tendance, justement, à ignorer tous les emails, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et donc, il faut trouver tout simplement un juste milieu à ce niveau-là pour pouvoir sensibiliser correctement les personnes et ne pas les dégoûter, justement, face à ces campagnes de sensibilisation. Donc, ça joue sur la période. Et si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver, je serai dans les barrages, donc n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Jérémy.